la voie de la justice et de la paix en Afrique et des grands lacs. Je salue donc mon invité, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Je suis encore très heureux, comme d'habitude, d'être avec vous ce soir. Vous allez bien? Je vais très bien et merci, cher frère Aloïse Simunga. Naturellement, je suis, comme d'habitude, j'exprime ma satisfaction que Radio Urumuri ait une fois encore pensé à moi dans cette émission. Merci énormément. Oui, vous êtes en France, vous êtes diplomate de carrière. Le sujet que nous allons traiter ce soir, non seulement il parle de la région des Grands Lacs et de la diplomatie qui se déroule à travers l'agression de la RDC par le Rwanda, par son voisin de l'Est, mais nous allons aussi parler du rôle et de l'attitude de la France dans la gestion de cette agression. Vous êtes donc le mieux indiqué comme diplomate de carrière, comme chercheur dans les relations entre différents pays dans la région des Grands Lacs. Vous avez écrit des livres là-dessus. Donc, nous ne pouvons que vous inviter parce que vous êtes le meilleur. Nous pensons que vous êtes le mieux indiqué en tout cas pour apporter la lumière sur cette situation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, parlons un peu de généralité sur cette agression du Rwanda, l'agression du Congo par le Rwanda. Ces derniers temps, l'évolution au point de vue diplomatie, au point de vue, il y a le facilitateur qui a trop bougé, qui a beaucoup fait des choses dernièrement. Alors, la gestion diplomatique de cette agression et l'attitude des autorités congolaises dans cette gestion, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. De manière générale, personnellement, je n'ai pas, bien sûr, à exprimer ma satisfaction ou ma désapprobation de la diplomatie congolaise. Je pense que les autorités de ce pays ont réussi leur parcours diplomatique par rapport à ce dossier en tout cas. Ils l'ont réussi parce que aujourd'hui, même ceux qui jadis se moquaient des Congolais ou vilipendaient le gouvernement de ce pays, même ceux-là, ils sont d'accord que l'essentiel a été réalisé sur le plan diplomatique et sur le plan de faire connaître la vérité sur le conflit actuel. Ceci dit, à un moment donné, je considère, et je l'ai dit dans quelques chroniques, je l'ai exprimé à quelques personnes, des amis congolais, les autorités congolaises se sont comportées par moments comme Hannibal l'avait fait à Capoue, lorsqu'il sentait qu'il allait enfin prendre Rome, qu'il avait gagné plusieurs batailles, il est arrivé à Capoue, et bien là, il s'est un peu lâché et ses militaires sont adonnés au plaisir, à la joie, au repos. Eh bien, c'est là que ses ennemis ont profité pour lui tomber dessus et le défaire définitivement. Donc, excusez-moi,
je n'ai pas éteint mon téléphone, je vais le faire tout de suite. Non, vous pouvez, pas de problème. Mais ça dérange un peu nos téléspectateurs. Et Oui. donc, mais très vite, le gouvernement du président Tshisekedi s'est ressaisi. Ils ont attaqué, diplomatiquement, je veux dire. On parlera de la guerre en elle-même après. Et c'est là qu'on a vu arriver des sortes de charognards, hein, qui pensaient que le Congo était un cadavre, un État ou un État mort. Tout le monde a voulu jouer au médiateur. Tout le monde, alors qu'il y avait déjà des cadres précis, le cadre régional de l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, le cadre même de l'OUA, de l'Union africaine. Excusez-moi si je dis toujours OUA parce que je suis de la vieille école, hein, et j'oublie que les choses changent, qu'elles ont changé. Et je trouve que c'était mieux quand c'était l'organisation de l'Union africaine. C'est pas grave, ce n'est que le nom, ce n'est que le nom qui a changé. Ce n'est que le nom, mais les jeunes peuvent dire, mais ça va pas, le vieux là. Après, il y a aussi le CIRGL. Je pense que ces deux cadres pouvaient suffire. Mais au lieu de cela, il y a des pays qui ont voulu entrer dans le jeu, à gagner, plutôt jouer en influence, hein, en passant justement par ces deux organisations régionales. Les Européens, les Américains s'y sont mis pour essayer d'influencer le médiateur Uhuru Kenyatta. Aujourd'hui, c'est vu, c'est évident, surtout ces derniers jours. Jusqu'à la francophonie qui s'est invitée dans cet exercice, sans succès puisqu'elle était occupée à autre chose. Et de toute façon, elle donnait l'impression d'être plutôt du côté de Kigali. Et donc, il y a eu ce que j'ai appelé une sorte de brouhaha diplomatique, parfois mêlé d'incohérences. Mais l'essentiel a été fait. L'essentiel a été, la vérité est connue aujourd'hui. Maintenant, justement, toutes ces interventions qui veulent absolument avoir leur mot à dire et dicter la conduite, apprendre la conduite au gouvernement congolais, sans beaucoup de respect, je dois avouer, hein. On dit au Congolais, le président Tshisekedi, on lui dit, tu fais ça, tu ne fais pas ça. Nous, nous voulons ceci, vous voulez cela, mais ce n'est pas conforme à ce que nous voulons, nous. Je trouve qu'il y a encore du travail à faire. Il faut absolument que le gouvernement congolais se libère un peu de cette emprise, qui n'est pas nécessairement animée de bonnes intentions. Oui, mais j'ai eu l'impression, je pense que je ne suis pas le seul, que le gouvernement congolais quand même, et le président Tshisekedi, ces derniers temps, dans toute cette diplomatie, dans toutes ces scènes ou des messes diplomatiques de ces derniers temps, Tshisekedi quand même a eu une attitude de recul et de révolte pour certains qui ne comprennent pas la douleur de son peuple. Je pense qu'il a quand même montré quelques signes, enfin, pas d'agacement, mais il a quand même fait montre voilà, de fermeté dans toute cette diplomatie ces derniers temps. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison, d'autant plus que moi, quand j'observe les différentes interventions, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de course au prix Nobel de la paix. Tout le monde se dit, si j'ai réussi mon coup, si je circuite Uhuru Kenyatta, si je court-circuite Lorenzo, c'est peut-être moi qui aurai le prix Nobel. Et ce n'est pas une boutade, hein, c'est la réalité malheureusement des faits. On a vu même pour la Libye, ceux qui ont détruit la Libye, qui ont bombardé la Libye, attendaient d'avoir le prix Nobel de la paix.
alors qu'ils avaient détruit la paix dans une grande partie de ce monde, en Afrique en tout cas. Ça a été un embrasement, mais eux pensaient au prix Nobel de la paix. On a parlé de certains candidats qui étaient poussés par des forces, bien sûr, qui appartenaient au même monde, des gens, des anciens chefs d'État, des chefs d'État en exercice, qui tous aspiraient à obtenir le prix Nobel de la paix sur les cendres de nos pays et sur les cadavres de nos populations. Et ça, malheureusement, on sait que aussi en ce qui concerne le Congo, il y a des personnes qui pensent à ça, mais qui se battent pour détrôner Mukwege, pour se valoriser sur le corps, en passant sur les corps des populations congolaises, sur le sang des Congolais et des Rwandais, bien sûr, parce que le Rwanda est très mêlé à cette guerre. Nous y reviendrons tout à l'heure en analysant les événements actuels et passés pour voir éventuellement ce qui risque de se passer. En tout cas, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, toutes ces motivations, je n'exagère pas si, d'après votre analyse, je les qualifie de motivations morbides parce que, surtout pour le cas du Congo, il y a plus de 10 millions de morts si l'on prend toutes les attaques, toutes les agressions que le Rwanda a menées au Congo depuis 1996, qui ne s'est pas arrêté. D'ailleurs, les agressions qui ne se sont pas arrêtées jusqu'à maintenant, la dernière étant au travers de M23, comme ils l'ont fait au travers d'autres groupes qu'ils alimentaient pour attaquer le Congo. Donc, c'est vraiment morbide de pouvoir rechercher une quelconque estime ou considération en enjambant des millions de morts. De toute façon, de façon très lucide, vous venez de le dire, il y a des facilitateurs qui ont été mis en place par les organisations africaines soutenues par l'Organisation des Nations Unies et qui font du travail à leur rythme, à leur façon. Mais comme on le sait, lors d'une agression pendant une guerre, il y a deux camps. Il y a deux camps et l'ami de tel ou tel autre camp prend la défense du camp qu'il défend. Je dirais même que c'est tout à fait normal. Mais il y a, au-delà de ces deux camps, il y a aussi une position de neutralité que quelqu'un de prudent peut prendre pour, disons, question de ne pas se fâcher avec tel ou tel autre. Voilà. Mais nous allons tout de suite enjamber, faire une enjambée dans notre émission pour aller justement sur l'attitude de la France à propos de ces deux camps. Donc, la RDC agressée, le Rwanda agresseur, avec des crimes, avec des choses et puis documentées, où ce n'est plus de mise de se poser la question de si le Rwanda a agressé le Congo ou pas. Non, plus personne ne peut se poser de telles questions. Personne ne peut se poser la question de voir si le Rwanda a fait des massacres au Congo, a commis des crimes. Il serait aberrant et morbide, comme je le disais tout à l'heure, de se poser encore ces questions, alors qu'il y a des rapports, il y a eu des études, il y a eu des commissions d'experts. Alors,
si quelqu'un prend la position de la RDC, de l'agresser, je pense que c'est tout à son honneur. Mais quelqu'un qui prend une décision de soutenir, j'ai dit l'agresseur, non, le Congo, donc l'agressé, si l'on prend une décision d'être du côté de l'agressé, c'est tout à son honneur. Mais quelqu'un qui prend la décision de se ranger du côté de l'agresseur, sachant bien la situation et le déroulement de l'agression, je pense que celui-là, quelqu'un ou un pays comme la France, l'on peut, je pense, sans vraiment se tromper, que la France est une nation de la diplomatie dans le passé. Nous avons connu de grands présidents français qui ont marqué l'histoire. Depuis les guerres de l'Europe, depuis les guerres mondiales, depuis les grands présidents de la France qui ont joué un rôle très important. La France elle-même qui a pris des mesures, des positions, en tout cas louables. Mais pour le cas de la question du Congo par le Rwanda, nous avons entendu des positions pas très nettes, en tout cas, d'un pays à un passé diplomatique comme la France, au travers de l'attitude du président Macron. Macron, vous l'avez suivi, vous suivez d'ailleurs plus que moi votre président, ses déclarations, ses attitudes. Voilà, ambassadeur de Jean-Marie Vianney, comment avez-vous trouvé l'attitude de la France au travers justement cette attitude du président Macron par rapport à l'agression du Rwanda contre la RDC? Je l'ai trouvé assez ambigu. Je ne vais pas parler du président Macron comme personne ou comme président isolé en termes diplomatiques par rapport au Congo. Parce que pour finir, lorsque vous lisez ce qu'il déclare, quand vous écoutez ses discours sur le Congo ou quand vous regardez son empressement à vouloir jouer un rôle de premier plan dans ce dossier, ce n'est qu'un dossier pour lui, eh bien, on a l'impression que la diplomatie française n'est pas si soudée qu'on le croit. Parce que vous allez sur le site web de la diplomatie française, du ministère des Affaires étrangères de l'Europe, et vous verrez autre chose. Pour le ministère, donc pour le gouvernement du président Macron, des Affaires étrangères en tout cas, l'agresseur, le M23, doit cesser immédiatement cette guerre et se retirer des positions acquises. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est écrit noir sur blanc. Et est-ce que c'est cela la vraie position de la France? Parce qu'en France, on le sait aussi, c'est le chef de l'État qui est le patron de la diplomatie. C'est lui qui décide de la politique des affaires étrangères. Ceci dit, on peut voir une déclaration lundi, publiée par les Affaires étrangères, et mardi, chahutée et mise en question par une déclaration du président de la République. Est-ce qu'ils se sont concertés ou entre-temps il y a eu des influences? Je n'ose le dire. J'ajoute à cela les positions de la France dans d'autres dossiers ou dans certaines organisations communes à la RDC, République démocratique du Congo, et au Rwanda, parce que le M23, c'est le Rwanda aujourd'hui, c'est pratiquement unanimement admis, sauf par le président Museveni et Kagame qui ne s'entendent pas sur ce plan-là. Kagame pense que c'est l'Ouganda qui soutient le M23, le gouvernement rwandais l'a dit à plusieurs reprises,
Les personnalités les plus en vue au Rwanda l'ont déclaré en insistant. En tout cas, le conseiller du président Kagame, M. Kabarebe James, le général, le fameux, le Killing Machine, il a dit que c'est l'Ouganda qui soutient le M23, que ce n'est pas le Rwanda. Le président Kagame lui a dit, mais pourquoi c'est nous seuls qui sommes mis en cause, alors qu'il y en a d'autres qui le font comme nous? Je ne sais pas s'il sentait, s'il comprenait vraiment le sens de cette déclaration, mais il a admis, il a avoué. Il a avoué à d'autres occasions en acceptant d'aller à Luanda, parler au nom du M23, 2 fois. Il a accepté cette fois-ci, en parlant au président Uhuru Kenyatta, de demander au M23 de se retirer de ses positions. J'imagine que le président Macron voit tout ça, qu'il lit, qu'il entend et qu'il essaye de parler avec ses homologues et qu'il les respecte. Cela m'étonnerait fort, hein, parce que quand j'ai vu ce qui se passait à Djerba, au sommet de la francophonie qui a reconduit Louise Mushikiwabo, notre compatriote, j'ai eu l'impression franchement que le Rwanda tenait le haut du pavé et que le Congo était finalement en quantité négligeable. Cela ne veut pas dire que je sois nécessairement contre l'élection ou la reconduction de la candidature de Louise Mushikiwabo, plutôt de sa mission à l'OIF. Même si j'ai plein de choses à dire, ce ne sera pas aujourd'hui. À d'autres occasions, on pourra en parler. Mais j'ai eu l'impression que seule la Rwandaise Mushikiwabo comptait aux yeux de certains chefs d'État. D'ailleurs, le Premier ministre congolais l'a manifesté à plusieurs reprises. C'est ainsi qu'il a refusé de participer à la photo de famille. Hein. Quelle famille? Quelle famille? Une famille où il semble exclu. Une famille qui n'a pas d'empathie par rapport à ce qui se passe dans le pays qu'il représente, lui, Samuel Kombe. Eh bien, pourquoi participer à cette comédie médiatique, figurer sur une photo, sur la photo de famille, mais une famille qui vous exclut, une famille qui ne partage pas les soucis et les souffrances de votre peuple. À cet égard, moi, je suis plutôt du côté du Premier ministre congolais, qui l'a fait avec élégance, qui n'a pas prononcé des mots assez durs. Hein, si j'avais été à sa place, j'en aurais dit plus. Lui, il a été très, très fin diplomate, mais quand même, son geste a compté. Donc, par rapport à tous ces événements, à tous ces éléments d'analyse, hein, je pense que la France est malgré tout du côté du Rwanda. De par l'attitude du président Macron, je peux affirmer, il y a plusieurs éléments qu'on peut ajouter, hein. Je peux affirmer que le gouvernement de Macron, en tout cas le président Macron, le chef de la diplomatie française, eh bien, il penche plutôt, son cœur balance, mais il penche plus vers le Rwanda. Rappelez-vous que la veille, Madame Louise Mushikiwabo, la veille du sommet, Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, avait déclaré que c'était pratiquement normal qu'il y ait cette guerre. Elle a dit, eh bien, les rebelles qui sont là, ils ont des raisons de se battre. Il faudrait qu'on les écoute et qu'on leur donne ce qu'ils ont demandé. Et elle est secrétaire générale d'une organisation intergouvernementale qui devrait tout au moins rester neutre. Moi, je n'aime pas le mot neutralité, mais en l'occurrence, pour une fonctionnaire internationale, il faut rester neutre. Dans d'autres domaines, je parle d'impartialité, mais là, c'est la neutralité qu'on lui demande, de ne pas s'exprimer sur un conflit qui touche un des membres de son organisation, surtout le plus grand francophone, le plus grand pays francophone de l'OIF. Maintenant, on peut continuer sur la France. Hein. La France et le conflit au Congo.
Je La suis à France, votre disposition. permettez-moi de vous interrompre pour vous donner un appui, un point d'appui justement de cette idée que vous vouliez développer sur l'attitude de la France. Je voudrais, pour preuve, montrer ce que déclare la France, donc le pays, au travers le ministère des Affaires étrangères, par rapport la position de la France officielle par rapport justement à cette agression. Je le lis sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France Diplomatie, donc c'est le ministère des Affaires étrangères français. Comme vous le voyez, où on avait écrit cette position. République démocratique du Congo, la France condamne avec la plus grande fermeté la poursuite des offensives du M23 dans l'est de la RDC le 16 novembre 2022. C'est la date de cette publication. Très courte, c'est un petit communiqué du ministère des Affaires étrangères. La France condamne avec la plus grande fermeté la poursuite des offensives du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle appelle le M23 à se retirer immédiatement. Donc, rappelez-vous de ce mot, immédiatement, qui est d'ailleurs compréhensible. À se retirer immédiatement de toutes les zones qu'il occupe. Elle appelle tous les groupes armés à cesser les combats et à s'engager dans le processus de désarmement. La France réitère son soutien aux efforts diplomatiques régionaux pour favoriser une désescalade et un règlement de la crise actuelle dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. La France, en lien avec ses partenaires, apportera son soutien à la poursuite de ces efforts. La France salue le déploiement par le Kenya des premiers éléments de la force régionale destinés à favoriser la cessation des combats et le retrait du M23. Le retrait que la France veut immédiat. La France réitère son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et de chacun des pays de la région. Voilà, c'est court, mais c'est clair. Ça, Amadou Ndaye Jean-Marie Vianney, ceci devrait être normalement la position du président français, parce que c'est un communiqué du gouvernement français que nous sommes en train de lire. Vous avez suivi la déclaration d'Emmanuel Macron, justement, après le sommet de la francophonie. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas, il ne prend pas la position qu'a prise la France. Vous l'avez bien suivi. Alors, d'où vient, bon, vous l'avez un peu égratigné un tout petit peu, d'où vient qu'un président de la République, vous êtes diplomate de carrière, peut-être que vous avez vu des situations similaires ou contraires, mais nous, de la rue, nous le peuple, nous demandons, mais c'est un président de quel pays finalement? Jean-Marie Vianney. Je vous remercie pour cette observation. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est le manque de courage. Le manque de courage qui résulte du fait que tous ces gens, toutes ces capitales qui sont intéressées à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo ne citent jamais, ne nomment jamais le donneur d'ordre, c'est-à-dire le vrai propriétaire, le vrai patron du M23, qu'est Paul Kagame et son gouvernement et son armée. Parce que, comme la dernière fois on l'a dit, nous savons qu'une bonne partie des militaires ou des rebelles du M23 est constituée de militaires rwandais. On a les noms, y compris les noms de ceux qui meurent au combat. On a les photos.
on a les photos de ceux qui ont été capturés par l'armée congolaise au combat. Si un pays se disant l'ami de la RDC ne reconnaît pas ces réalités-là, c'est qu'il ne mérite pas d'être l'ami d'un peuple qui a été agressé, dont les populations sont massacrées tous les jours, dont les militaires meurent tous les jours au combat. Et les amis, en principe, devraient soutenir ce pays contre les agresseurs, tous les agresseurs. Tous les agresseurs. Et donc, la déclaration du président Macron, je trouve qu'elle est franchement faible et qu'elle contourne la véritable question. Qui est l'agresseur? Le M23, il est venu d'où? Il est tombé du ciel comme ça? Le M23, où est-ce qu'il a trouvé les armes pour attaquer le Congo? Des armes considérées par le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, comme des armes conventionnelles supérieures à celles de la MONUSCO. C'est lui qui l'a affirmé, le secrétaire général des Nations Unies, que le M23 est mieux armé que la MONUSCO. En revanche, ce que je dis pour la France est valable aussi pour l'ONU. Hein. L'ONU a vraiment pris fait et cause, il faut le dire, pour le M23, pour plusieurs raisons. La vérité, c'est que le Congo est sous embargo en ce qui concerne l'achat d'armes à l'extérieur. On l'a vu encore récemment avec les armes qui avaient été commandées par la RDC, mais qui ont été bloquées dans un pays européen. Parlons de chez nous. Et puis, on a vu aussi les déclarations du président du comité des sanctions de l'ONU, du Conseil de sécurité qui était en mission en RDC, qui a été au Rwanda, qui a été en Ouganda, je pense aussi, au Kenya probablement. Eh bien, il a menti. Il a dit que le Congo n'a pas été mis sous embargo, alors que tous les faits le montrent. Hein, en même temps, il dit qu'il ne sait pas comment le M23 fait pour s'approvisionner en armes. Si le secrétaire général de l'ONU sait que le M23 est mieux armé et possède plus d'armement que la MONUSCO, c'est qu'il sait. Et c'est qu'il sait aussi où ce mouvement rebelle terroriste a trouvé ses armements. Mais il ne veut pas passer ce cap pour dire toute la vérité. Le rapport d'experts qui a bien documenté la présence du Rwanda et de l'armée rwandaise aux côtés du M23, eh bien, le président du comité des sanctions, il va vous dire, oui, non, c'est vrai que ce comité a fait un travail, mais qui est encore transitoire. Les conclusions ne sont pas définitives. Comme par hasard, je vais vous dire, cher frère Aloïse Semunga, ces termes-là, je les entends depuis 32 ans. Depuis que le FPR, parti d'Ouganda, a attaqué le Rwanda, et pendant les 3 ans et demi qu'il a passé dans les maquis, en avançant, en se faisant aider par l'Ouganda et plusieurs autres pays que l'on connaît, et chaque fois qu'on disait, oui, mais il y a des rapports, qu'est-ce que vous en faites? On nous disait, ce sont des rapports qui ne sont pas encore définitifs. Rien n'a jamais été définitif lorsqu'il s'agit du Front patriotique rwandais de Paul Kagame. Nous attendons depuis 2010, les recommandations du rapport mapping avaient proposé des choses. Eh bien, nous attendons la mise en application de ces recommandations, mais on nous dit toujours, c'était un rapport transitoire. On attend le rapport définitif depuis 12 ans maintenant. Mais quand il s'agit de la RDC ou de certains autres pays, on leur dit, vous appliquez immédiatement. Et on bloque les armes destinées à la RDC. Et on demande à la RDC de ne pas revendiquer ses droits comme un État souverain. Donc, pour revenir à la France, d'ailleurs, certains ont dit que les armes
de la RDC qui ont été retenus et non livrés à la RDC ont été bloqués en France, il semble. C'est ce que j'ai lu dans certains articles de presse, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais si cela est vrai, je trouve que ce serait une grande injustice, surtout en tenant compte du rôle joué par la France au Conseil de sécurité et à l'ONU en général. Donc, tout ça, c'est des éléments qui font penser que la RDC est agressée par finalement plusieurs acteurs, qu'il n'y a pas que le Rwanda, qu'il y a plusieurs autres acteurs, qu'il y a des sponsors, qu'il y a des soutiens du Rwanda qui ne montrent pas leur visage, mais qu'on peut deviner à travers les différentes positions, à travers les différentes déclarations, y compris par des chefs d'État africains d'ailleurs. On n'a pas entendu le président Macky Sall, par exemple, qui est président en exercice de l'Union africaine. On ne l'a pas beaucoup entendu. Justement, du Macky problème Sall, du Congo. après le sommet de la francophonie, lui aussi, il a pris la même position qu'Emmanuel Macron. Et voilà. D'ailleurs, la position d'Emmanuel Macron que je voudrais vous afficher, et qui n'est pas... j'ai voulu l'afficher d'ailleurs dans le tweet original d'après lequel j'ai été informé justement de sa position. Donc, vous voyez, le tweet dit que, peut-être qu'il faut que j'agrandisse, je ne sais pas si... Le tweet dit Emmanuel Macron s'exprime encore après sa participation à la francophonie. Donc c'est à propos de l'agression et de la cessation du conflit. Il dit il faut un retrait progressif du M23 des régions qu'ils ont conquis indûment. 2. Déploiement de la force de l'EAC sous l'égide de l'ONU. 3. Relance du processus politique. Je ne sais pas quel processus. C'est le processus de Nairobi et de Luanda, comme vous l'avez bien expliqué. On ne le relance pas. Il est là, il est en cours. La relance dont il parle, je n'ai pas bien compris. Donc, du processus politique inclusif qui doit être lancé dans le meilleur délai. Inclusif, là aussi, le Kenya, le président Uhuru Kenyatta a dit que voilà, le processus est en cours et qu'il est ouvert à tous les groupes armés à condition qu'ils déposent les armes et qu'ils viennent. Après avoir déposé les armes, le M23 ne l'a pas fait. La deuxième condition, que ces groupes, s'ils ont un territoire du Congo qu'ils ont pris indûment, qu'ils le quittent immédiatement avant de regagner le processus politique dont parle Emmanuel Macron. Ça, donc, le retrait progressif du M23, ce n'est pas la position ni du président Uhuru Kenyatta, ni de la France, comme je viens tout à l'heure de le montrer. Eux, ils parlent du retrait immédiat. Uhuru Kenyatta a dit qu'il a proposé au président Kagame de retirer le M23. Ce ne sont pas les mots qui sont repris dans le communiqué, mais c'est en quelque sorte comme ça. Est-ce que vous pourriez descendre pour écouter la vidéo? Parce que ça, c'est Boujakira qui écrit, mais la vidéo est en dessous. Hein. Si on peut la revoir. Je vais essayer encore une fois. Bon, pour écouter le président Macron de vive voix, si c'est possible. Allez-y, elle est la dernière. Alors, vous avez eu aujourd'hui des apartés avec le président burundais, également avec Paul Kagame. Oui. Est-ce que vous avez pris
décision concernant la RDC? D'abord, le rôle de la France, c'est pas de prendre une décision sur ce sujet, mais de soutien d'un processus, celui de Nairobi comme de Luanda, qui est de bâtir la paix. Et donc, nous, ce que nous soutenons, c'est l'initiative qui a été prise d'un retrait progressif du M23, du déploiement des forces est-africaines, justement, armées sous l'égide des Nations Unies. Et à cet égard, le Kenya, je remercie le président Ruto, a engagé un peu plus de 200 soldats, et de relance d'un processus politique inclusif. Et donc, il faut retrait des forces, stabilisation par des forces africaines, sous mandat de l'ONU, et un processus politique inclusif qui doit être lancé dans les meilleurs délais pour que toutes les parties prenantes puissent justement sortir de ce moment de tension. D'abord parce qu'il peut déraper à tout instant, et ensuite parce que les seuls qui en bénéficient, ce sont les forces terroristes qui sont en place et les ADF. Et donc la France, à cet égard, a pour rôle, ce que j'ai fait toutes ces dernières semaines, de parler aux uns et aux autres, d'exercer la bonne pression, d'aider aux processus qui se sont enclenchés et de permettre que la région puisse bâtir ce chemin que je viens de décrire. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Voilà, je vous laisse commenter. La position d'Emmanuel Macron par rapport, c'est pas, aux décisions qui ont été prises par les présidents de la sous-région. Moi, j'allais dire comme l'autre, hein, comme Madame Aubry l'avait dit à l'époque, quand il y a un loup, c'est que c'est flou, je ne sais plus comment elle avait dit. Eh bien, dans la déclaration du président Macron, il y a plusieurs loups qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment là. Et on sent justement le flou qui accompagne les positions du président Macron. Il parle d'abord du M23, mais il ne tient pas compte de la position de la République démocratique du Congo qui dit que c'est un mouvement terroriste. Plus bas ou après, quand il parle des terroristes, il ne parle que de l'ADF. Ou alors c'est moi qui ai mal entendu. Est-ce qu'il parle aussi du M23 comme un mouvement terroriste? Je n'ai pas bien entendu. Je crois qu'il parle seulement de l'ADF ou des ADF. Il dit que les ADF pourraient profiter justement si ça ne se passe pas comme il dit avec le M23, cela pourrait profiter aussi à l'ADF, donc les terroristes. Je ne vois pas trop le lien, mais enfin, moi je pense que le retrait progressif dont le président Macron est apparemment le défenseur, hein, moi je trouve que c'est tellement flou. Quand vous dites progressif, vous voulez dire une semaine, 15 jours, un mois, un an? Progressif à quel rythme? Au rythme d'un caméléon ou je ne sais pas, c'est tellement flou. Retrait progressif, c'est insaisissable comme expression de la part d'un président quand même dont on sait qu'il manie très bien la langue française. C'est vraiment son outil principal pour convaincre les gens, il parle très bien. Et là, il dit retrait progressif, sans déterminer la dimension de cette progression. Par ailleurs, il ne parle pas du Rwanda, voyez-vous, dans ses déclarations. Le Rwanda, par la bouche de Paul Kagame, a quand même accepté de s'adresser au M23 pour qu'il se retire immédiatement des positions qu'il occupe aujourd'hui. Et tout ça, la déclaration de Macron, en fait, est un retrait, même par rapport à la position de Kagame. Position de Kagame, il l'a dit pour un peu se débarrasser des pressions de M. Lorenzo et des autres chefs d'État de la région. Il a dit, je vais demander au M23 de se retirer. Au nom de quoi il pourrait réussir à convaincre le M23? Pourquoi lui pourrait le faire? Ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser. S'il accepte de jouer le rôle
de donneur d'ordre au M23 pour lui demander de se retirer. Bon, après, on le connaît, il va dire, oui, mais je n'avais pas une obligation de résultat, c'est juste une obligation de moyens. J'ai accepté d'aider mes frères congolais à arrêter la guerre. C'est ce qu'il va dire. Ce n'est pas une obligation de résultat. Je suis sûr que c'est ça qu'il va brandir comme argument lorsqu'au contraire, il aura donné plus de moyens, lorsqu'il aura, comme il le fait maintenant, pendant qu'on parle de retrait, l'armée rwandaise s'investit davantage dans cette guerre. Ils envoient des troupes à travers le territoire ougandais, mais aussi à travers la frontière du côté de Kibumba, du côté du Nyiragongo. Eh bien, il y a des centaines et des centaines de, pour ne pas dire des milliers d'ailleurs, hein, de militaires rwandais qui traversent la frontière et qui rejoignent le M23. Donc, pour moi, la déclaration du président Macron devrait être revue et corrigée si la France veut aider et soutenir les initiatives pour arrêter cette guerre. On a l'impression que c'est juste un positionnement et pas une position, c'est un positionnement diplomatique pour qu'on ne dise pas que la France n'est pas impartiale, ou plutôt qu'il est partial, que ça penche plus du côté rwandais que du côté congolais. Il y a autre chose quand même, Aloïs, que nous n'avons pas dit. Excusez-moi, la position d'Emmanuel Macron est différente de celle de la France. Vous dites que c'est flouté, peut-être il a fait, comme vous le dites, sciemment, mais la position de la France, je l'ai montré par le communiqué des affaires étrangères, je viens aussi de l'afficher par le biais de la décision qu'a pris les États-Unis et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni pour la région des Grands Lacs, qui condamne dans les termes les plus vifs l'avancée continue à la République démocratique. En fait, c'est l'autre communiqué de la France a repris cette décision de l'Europe ou avec les États-Unis. Et eux aussi, ils parlent du retrait immédiat. Ils ne parlent jamais comme Emmanuel Macron qui dit voilà, retrait progressif, comme vous l'avez dit, qui commence quand, qui finit quand. Mais ici, on dit, il condamne dans les termes les plus vifs l'avancée continue en République démocratique du Congo, RDC, du groupe armé illégal et sanctionné par les Nations Unies, intitulé Mouvement du 23 mars et 23. La reprise des violences depuis le 20 octobre, notamment dans les villes de Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo et Kibumba à leurs alentours, sape les efforts de paix et a entraîné un accroissement de l'insécurité ainsi que de grandes souffrances humaines. Nous appelons, voilà, c'est pratiquement la même phrase que la France a. Nous appelons le M23 à se retirer immédiatement. Ce n'est pas progressif, ce n'est pas je ne sais pas quoi, comme le dit le président Macron. Ils intiment l'ordre au M23 de se retirer immédiatement, sans délai, quoi, et à mettre fin à toute activité violant le droit international et à cesser les hostilités. Voilà. C'est surtout cette phrase que je voulais que vous puissiez entendre, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Donc, s'il floute son langage, le président Emmanuel Macron, en tout cas, il est en porte-à-faux avec, comme vous l'avez bien dit, tout le monde. Pourquoi? Vous savez, dans cette déclaration américaine, il y a aussi des petits loups, hein, tout le long du texte. Hein, et en tout cas, c'est flou. C'est flou, et donc il y a des loups. Quand les États-Unis disent que le mouvement du 23 mars, donc le M23, est sous sanction des Nations Unies, moi je m'étonne, je ne connais pas ces sanctions. C'est le Congo, le pays agressé, qui a été sanctionné et qui est sous embargo. Le M23, il est soutenu par tous ces gens. Il faut qu'on le dise.
Donc, il y a des loups qui sont nuisibles, de toute façon, à la bonne compréhension de la situation actuelle. Je ne dis pas que les États-Unis sont ou seraient derrière le M23, mais en tout cas, il n'y a pas d'action concrète qui ait été prise par cette grande puissance. Si les États-Unis mettaient Kagame devant ses responsabilités, on sait quand même que, quelque part, ils ont beaucoup d'influence sur Kagame. C'est, entre autres, eux qui l'ont créé. S'ils voulaient que le M23 se retire immédiatement, il suffirait de sanctionner Paul Kagame, c'est-à-dire le Rwanda actuel de Paul Kagame. Parce qu'il y a des rapports, une fois encore, qui le disent, des rapports des Nations Unies. Mais une fois encore, on va nous dire, ils sont encore, ils ne sont pas officiels. Voilà. Quand nous le voudrons, quand nous le dirons, ils deviendront officiels entre-temps. Le M23 peut tuer, peut occuper des villes, peut occuper des territoires, peut chasser les habitants congolais de leur village, peut massacrer, parce qu'ils ont commencé à le faire. Ils sont en train de massacrer les réfugiés rwandais dans les camps où ils étaient et à les renvoyer, à les pousser vers la forêt équatoriale. Ils sont en train de le faire. Et finalement, on peut penser que c'est un de leurs objectifs. Oui, d'ailleurs, les Congolais, ils l'ont bien dit à plusieurs reprises, qu'ils veulent balkaniser la partie est de leur pays. Alors, ces grandes puissances, ces pays dits de grande démocratie, de respect des droits de l'homme, de respect des normes et des conventions internationales, quand ils disent que les frontières sont sacrées, qu'elles sont intangibles, que chaque pays doit être disons, assurer son intégrité, jouir de son intégrité territoriale. Mais pour la RDC, il passe outre. C'est ça ce que vous disiez, je pense. C'est ce que je voulais dire. En fait, il y a aussi des mensonges, notamment les mensonges du président du comité des sanctions. Ce qu'il a déclaré à Kinshasa, c'est des purs mensonges. C'est vraiment des mensonges. Je me demande s'il a beaucoup réfléchi avant de dire ce qu'il a dit. Que le Congo n'est pas sous embargo, alors que 2 ou 3 jours avant, des armes congolaises ont été saisies en Europe, à la demande du Conseil de sécurité ou des Nations Unies en général, qu'ils ne savent pas si tel pays ou tel autre est derrière le M23, qu'ils le sauront après avoir visité les capitales, après avoir discuté avec les autorités rwandaises, qui ne diront jamais qu'il n'a... Bien, c'est beaucoup de naïveté dans tout ça. Le gouvernement rwandais ne va jamais avouer être derrière le M23. Ils feront des déclarations, ils vont commettre parfois des erreurs qui font penser qu'effectivement ils y sont, ou alors qu'ils nous convainquent. Lorsque, par exemple, le président Kagame dit « je vais à Luanda pour parler du M23 », pourquoi pas la Zambie? Pourquoi ce serait le Rwanda? Pourquoi ce ne serait pas l'Ouganda? Pourquoi ce ne serait pas tel autre? Eh bien, le deuxième mensonge, c'est qu'il a semblé ne pas savoir que le M23 s'approvisionnait en armes sur le marché international. Si Guterres a annoncé l'importance de l'armement du M23, c'est qu'il en sait quelque chose. C'est que le rapport qu'il a consulté comme tout le monde n'est pas moins définitif que les autres rapports précédents. Donc, vous parlez de contradiction, il y a aussi une contradiction entre Guterres et le président du comité des sanctions. Et je trouve ça très dommage. C'est comme si la diplomatie cérémoniale et autres devait passer devant ou avant les réalités concrètes du terrain, c'est-à-dire les réalités qui nous disent que des populations entières sont en train de mourir de faim,
de passer la nuit à la Belle Étoile, de se faire massacrer par les rebelles, de partir en exil forcé vers l'Ouganda. Et une fois qu'ils sont en Ouganda, ils sont recrutés pour aller peupler les rangs du M23. Tout ça aussi, ce sont des choses que l'on sait maintenant parce qu'il y a eu des témoignages de réfugiés qui ont été amenés de force, y compris des jeunes Rwandais d'ailleurs qui ont été recrutés dans les camps des réfugiés en Ouganda. Et certains, je me rappelle encore de cette scène, un jeune Rwandais qui se trouvait entre les mains des FARDC, mais lui, il croyait qu'il se trouvait encore en Ouganda. Il se trouvait en Ouganda où il a été recruté, il l'a dit, comme membre du M23. C'est un imbroglio dont il faut absolument que l'on sorte rapidement et je comprends et je soutiens tout à fait la position du Congo, de la RDC, de tracer sa voie, de s'en tenir à ses intérêts premiers. Ce ne sont pas les pays, les chefs d'État de la région, ce n'est pas le président Macron qui doit dicter leur volonté aux autorités congolaises. Bien sûr qu'il y a un minimum de respect, hein, mais je pense que le respect est d'un seul côté. Vous savez, regardez un peu les images qui montrent l'arrivée des troupes kenyanes au Congo. Déjà là, on sent que... Processus de Luanda. Oui, je démarrais une vidéo justement pour dire que le Congo a saisi justement cette... qui devait sortir de cet imbroglio de diplomatie et imbriquée où on trouve des loups et des moutons, des mélangés avec des chèvres. Hein. C'est pourquoi justement, hein, un exemple concret, c'est que les Congolais maintenant sont en train de se poser la question s'ils doivent rester ou garder des relations avec l'OIF comme elles étaient, compte tenu justement de l'attitude notamment de la France, notamment de la secrétaire générale des Nations Unies, Louise Mushikiwabo. Alors, il y a eu quand même des réactions, c'est ce que je voulais justement montrer, que les Congolais sont fatigués et ne veulent plus suivre ces mensonges et ces scènes diplomatiques qui ne leur servent à rien. Processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais à venir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent tous les Congolais à plus de patriotisme. Aussi, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation demandent au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Pour terminer, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et en errance.
faite à Kinshasa le 21 novembre 2022, les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation. Je vous remercie. Voilà. C'est clair, hein, les Congolais, ils sont fatigués de tout ça. Ils veulent seulement bâtir leur pays, défendre leur pays d'abord, mettre l'ennemi hors de lui et quitter toutes ces organisations qui ne font que leur bouffer l'énergie pour rien à partir de l'OIF. Je ne sais pas si vous soutenez cette option, ambassadeur de Jean-Marie Vianney. Moi, je ne peux pas soutenir une option contre une autre. Ceci dit, ils ont tout à fait le droit de modifier l'orientation linguistique de leur pays. Ceci dit, je ne pense pas que l'anglais soit la solution. Parce que l'anglais, c'est aussi la langue des Américains, c'est la langue de la Grande-Bretagne, autant de pays qui sont derrière le M23, enfin, derrière le Rwanda, derrière le M23 à travers le Rwanda. Donc, demain, ils risquent aussi d'abandonner l'anglais. Je pense que c'est pas ça la solution, hein. La solution au conflit actuel, c'est pas le changement de langue. En revanche, effectivement, en considérant la manière dont la délégation congolaise a été traitée au sommet de la francophonie et à la place accordée à Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'OIF, qui a défendu la position rwandaise et la position et les positions du M23 dans le conflit actuel. Eh bien, on se demande si l'OIF n'est pas derrière le M23 indirectement. Le secrétaire général ou la secrétaire générale d'une organisation comme celle-là devrait garder la réserve habituelle en la matière. Une secrétaire générale qui fait une déclaration comme celle qu'a faite Louise Mushikiwabo devrait tout au moins être sanctionnée ou suspendue ou même changer de métier parce que elle n'a pas le droit en tant que ressortissante rwandaise, alors qu'elle est quand même fonctionnaire international ou chef d'une organisation qui lui donne ce statut. Louise Mushikiwabo ne devrait pas prendre parti dans ce conflit. Elle n'a pas à s'exprimer comme une Rwandaise lorsqu'elle est secrétaire générale de l'OIF. Or, c'est ce qu'elle a fait. Permettez-moi, ce n'est pas à vous corriger, mais c'est une réflexion. Je pense qu'elle ne devait pas rester neutre. L'OIF, c'est ce que disent d'ailleurs les Congolais, l'OIF devait être du côté, je parle de ces deux camps dont j'ai parlé tout à l'heure, l'OIF devait être, d'ailleurs selon leur statut, être du côté de l'agressé. Et là, je pense que c'est un manquement, en tout cas, à ces devoirs statutaires et en plus, s'ils doivent soutenir le Rwanda et l'agresseur, ça c'est... Les Congolais ont des raisons quand même de se plaindre et de vouloir suspendre. D'ailleurs, je trouve que c'est encore léger de suspendre la relation avec la francophonie. Moi, je pense qu'elle est même allée trop loin. Elle est allée plus loin que vous ne pensez, parce qu'elle n'a pas défendu les positions du Rwanda. Elle n'a pas parlé du Rwanda. S'agissant du Rwanda, elle a vanté la bonne gouvernance qui caractérise ce pays. Rappelons qu'elle était ministre des Affaires étrangères du Rwanda avant d'aller à la francophonie, à l'OIF. Et là, par contre, fait et cause pour le M23, en essayant d'expliquer les raisons de cette guerre, qui serait une guerre juste, en fait, comme l'avait dit le président Museveni il y a quelque temps. Donc, c'est pire encore qu'elle aille prendre parti pour un mouvement rebelle qui n'est pas un acteur de droit international, qui est un mouvement rebelle, disons-le,
contre la position d'un membre de l'EIF, en l'occurrence la République démocratique du Congo. Elle est allée plus loin que le président Kagame, par exemple. C'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Et lorsque nous disons cela, ce n'est pas dirigé contre Louise Mushikiwabo en tant que secrétaire général ou nos compatriotes d'origine rwandaise, mais c'est tout simplement parce que c'est une militante du Front patriotique rwandais. Elle l'a montré à plusieurs reprises. Elle s'exprime et se comporte comme telle lorsqu'elle parle même de la diplomatie de l'EIF. Et c'est très, très dommage. Est-ce que cela influence la position de la France d'ailleurs? Est-ce que Marie-Louise, Louise Mushikiwabo, est-ce qu'elle n'est pas devenue une personnalité faisant partie du paysage politique français, de par sa présence à Paris, et aussi quand même par les acquaintances qu'elle a développées avec certaines personnalités françaises, et pas des moindres? Est-ce qu'elle n'influence pas la diplomatie française? Parce que cela arrive aussi. Le rapprochement physique, les amitiés particulières, ça peut influencer la diplomatie d'un pays, y compris des grandes puissances, des États-Unis comme de la France. Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Il y a une vidéo qui circule sur tous les réseaux sociaux. Enfin, je ne vais pas la passer parce qu'on approche de la fin de l'émission. J'ai plein d'éléments. Si je dois les passer tous, on va passer la nuit dans l'émission. Mais tout le monde l'a vu. Louise Mushikiwabo, Emmanuel Macron étaient là tout le long du sommet de la francophonie en train de se cajoler, se tripoter. Voilà, donc je m'excuse. Ce sont les termes, moi, que je donne. Les officiels comme ceux-là, qui représentent, qui sont l'image de cette organisation, qui s'affichent comme ça. Et moi, je trouve que c'est malsain pour l'organisation, mais c'est le peu de respect à leurs collègues qui sont dans la même organisation, je pense. Vous l'avez vu, cette vidéo, je pense. Non, merci, je ne veux pas la voir. On peut continuer à faire nos analyses. Je ne veux pas la voir pendant cette émission. Oui. Non, après, je pourrais chercher comme tout le monde et je la regarderai. Mais il y a quand même, là aussi, il y a un loup. Voilà, donc, ambassadeur de Jean-Marie Vianney, nous tendons vers la fin de l'émission, mais cette attitude du président Macron, qui est différente, comme on l'a dit, de l'attitude de la France, un grand pays de la démocratie et de la diplomatie, c'est une attitude nuisible et qui a des conséquences par rapport aux pays africains. Malheureusement, des conséquences qui impactent la France. Qui impactent la France, mais qui impactent surtout le pays agressé, la RDC, dont on sait que tous ces pays... Le cas du Congo, oui. Oui, vous savez, pour le cas du Congo en tout cas, c'est le Congo qui perd le plus parce que, on le sait, le président Kagame est protégé par toutes les grandes puissances, toutes, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, peut-être pas les autres hein, de l'autre bloc, mais je pense que l'attitude prudente, les déclarations controversées ou prudentes ou incohérentes, ou parfois qui changent du jour au lendemain de certains pays, sont aussi dues à cela, parce que tout simplement, l'occupation du territoire congolais par le Rwanda apporte des dividendes aux grandes sociétés prédatrices, les sociétés commerciales occidentales qui opèrent en RDC grâce à l'occupation
du territoire congolais par le Rwanda et par certains autres pays de la région, dont l'Ouganda. C'est cela qui cause problème. Ils ne peuvent pas lâcher le Rwanda dans ce dossier, à moins que le Congo ne décide d'y aller carrément pour changer la situation sur le terrain militaire. Sinon, qu'on ne se trompe pas, les grandes sociétés qui ont signé des contrats mirifiques, des milliards et des milliards de dollars avec le président Kagame. Le président Kagame qui est actionnaire de toutes ces sociétés qui opèrent en RDC. Vous savez, ils ne vont pas changer demain. Si l'armée rwandaise est toujours en RDC, si le M23 et les autres groupes rebelles qui ont été créés et entretenus, financés, armés par le Rwanda, tant qu'ils seront là, les grandes sociétés, les multinationales occidentales et autres, eh bien, ils vont continuer à encourager Paul Kagame à serrer la vis, à leur donner ce qu'il leur a promis lorsqu'ils ont signé ces accords-là. C'est ça, malheureusement, les Africains, nous sommes victimes de ça. Les pays sont vendus. Le Congo a été vendu, vendu par quelqu'un qui n'est pas le propriétaire, mais qui a les moyens d'imposer militairement sa présence dans ce pays. Alors, s'agissant de la diplomatie française, bien sûr qu'il y a aussi un affaiblissement, disons les choses. La France n'est plus ce qu'elle était en Afrique. On a vu récemment le Mali décidant de ne plus du tout dépendre des aides françaises. En tout cas, la partie bilatérale ne fonctionne plus. C'est ainsi que la France aussi a décidé de recourir aux ONG qui travaillent avec le Mali pour faire passer des aides directes à la population. Mais le Mali n'acceptera sûrement pas. Parce que c'est un peu se moquer, pense le Mali. Le Mali a sorti un communiqué. Justement, on n'a plus le temps d'aller lire tout cela. Mais le Mali a mis dehors tous les ONG françaises et tous les ONG locales qui sont financées par la France ont été sommés d'arrêter ces aides. Voilà, c'est la situation. C'est aujourd'hui même, le 22 novembre, que le Mali l'a décidé, justement après que la France, comme vous l'avez dit, ait décidé de rompre disons, les aides de la coopération bilatérale pour les passer au travers des ONG. Voilà, c'est le Mali. Et si le Congo prend aussi les décisions de suspendre toute relation avec l'OIF, je pense que ça risque aussi d'entacher la relation Congo-France. Ça, c'est... Voilà, je pense que c'est une conséquence justement de la mauvaise gestion, comme vous le disiez, de la diplomatie, de ceux qui ont la diplomatie. Ceux qui ont la diplomatie, c'est la première personne qui a la responsabilité de la diplomatie, c'est le président du pays. Et puis, au travers du ministère des Affaires étrangères, évidemment, et d'autres institutions, ils donnent le ton et les autres suivent. Mais les conséquences, justement, seront grandes et ne vont pas s'arrêter, malheureusement, qui vont impacter la France et d'autres populations par-ci, par-là, notamment en Afrique. Voilà. L'Afrique, le Burkina Faso est déjà quasiment du même côté que le Mali. Et certains autres qui n'osent pas le dire, mais qui n'en pensent pas moins. Donc, l'OIF, ça va rester, mais c'est une coquille vide, à mon avis. C'est une coquille vide. Et c'est tout à fait normal lorsqu'une organisation est dirigée par une secrétaire générale ressortissante du pays qui est le plus anti-francophone. Cette communauté, cette organisation ne peut pas bien fonctionner.
Surtout que la secrétaire générale en question, elle, ne fait que répéter la Bible édictée par son chef, le président Paul Kagame. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire s'agissant de la diplomatie française? Ce n'est pas notre rôle de donner des conseils au gouvernement français. Et je pense qu'il manque quelque chose d'essentiel. La diplomatie ne peut être bénéfique, ne peut porter des fruits que s'il y a un respect mutuel. Or, je continue de penser qu'il n'y a pas de respect de la part des capitales occidentales du Nord à l'égard des Africains, à l'égard des capitales africaines ou des chefs d'État africains. Je reviens sur l'exemple que j'ai toujours cité, le fait d'organiser un sommet pour la jeunesse, jeunesse africaine en France. Cela a été très, très mal pris par ceux qu'on appelle les vieux chefs d'État africains. C'est des vieux, mais c'est leur pays. Ils ont été élus par la population. Et donc, aller commencer à influencer les jeunes africains, en leur disant vos chefs d'État actuels, il faut absolument commencer leur remplacement parce qu'ils ne sont pas des démocrates, parce que ceci, cela. Là aussi, certains disent qu'il manque de respect. Il nous a manqué de respect. Et cela, malgré tout, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, y compris et surtout en Afrique, où il peut y avoir pas mal de susceptibilité de la part de nos chefs d'État. C'est vrai que c'est maladroit de mettre à côté une partie de leur peuple pour leur inculquer certaines idées totalement différentes des idées, des politiques internes. En tout cas, l'organisation de cette conférence des jeunes Africains à Paris, en France, vous l'avez bien dit, ça a été vraiment une très grande maladresse de la part du président Macron. Enfin, une grande maladresse. Et il y a aussi autre chose, hein, c'est que dans sa relation avec l'Afrique ou avec les régimes qui gouvernent nos pays, il y a comme une approche inégale. À l'égard de certaines dictatures, la France fonce les yeux fermés, tombe dans les bras des dictateurs et les soutient dans leur politique, y compris dans la politique de harcèlement et de persécution des populations africaines vivant en France. On l'a vu pour certains pays. Alors que dans certains pays démocratiques, vraiment, où les chefs d'État sont élus par les populations de ces pays, eh bien, on sent qu'il y a une sorte de mépris. Si vous prenez le cas du Tchad, le Tchad, Idriss Déby, qui n'était pas un modèle de démocrate, qui a été élu, certes, qui était assez populaire, mais qui était un dictateur. Le népotisme jouant, c'est son fils qui est chef d'État aujourd'hui. Et il est fort soutenu par la France. Dans d'autres pays, il y a des jeunes chefs d'État qui ont été élus, qui n'ont pas les mêmes faveurs. De toute façon, ce n'est pas les faveurs qu'il faut, c'est le respect, une fois encore. C'est le respect de la souveraineté, c'est le respect des décisions prises par les peuples africains, sans tomber dans les travers du panafricanisme débridé, hein, parce que la France, c'est pas l'ennemi de l'Afrique. Et la France commet beaucoup d'erreurs actuellement, aujourd'hui, dans ses relations diplomatiques avec l'Afrique, où les Africains pensent qu'il n'y a pas de respect à leur égard, qu'ils sont méprisés, qu'on leur fait payer pratiquement ce qu'on leur donne en aide, en oubliant que l'Afrique a beaucoup joué, que l'Afrique a beaucoup apporté à la France. Je ne vais pas parler
la participation des Africains aux différentes guerres que la France a menées en Europe, la première, la deuxième guerre mondiale, et d'autres conflits. Je ne vais pas parler des ressources africaines qui participent quand même au développement de la France, etc. On ne va pas y revenir aujourd'hui, mais on doit quand même constater que la diplomatie française ne peut pas se vanter d'avoir réussi à orienter une bonne diplomatie, à orienter des bonnes relations, des bons rapports avec les pays africains, même, et y compris ceux du champ, comme on disait à l'époque, même les pays du champ, qui ne sont pas tous aujourd'hui favorables à la relation avec la France. Et je crains que demain, l'exemple du Mali ne soit contagieux. Le Burkina Faso, peut-être même d'autres chefs d'État dont on croit qu'ils sont des amis fidèles. Hein. J'ai entendu une fois une déclaration du Premier ministre nigérien qui m'a laissé rêveur, qui a fait un discours aux Nations Unies très courageux et qui défie tous ceux qui pensent que le Niger est trop attaché à la France et serait une sorte de colonie de la France. Non. Il y a d'autres pays qui attendent. Le Sénégal, Macky Sall, c'est vrai, c'est un ami personnel du président Macron, mais il a affiché aussi une sorte d'indépendance à l'égard de la France lorsqu'il s'est agi du conflit ukrainien et des relations de la France. Oui. Justement, cette diplomatie française est en train de se mettre au dos le Congo. Ce n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, la RDC, c'est le pays, en tout cas au niveau de l'OIF de la francophonie, c'est le pays le plus francophone au monde. Le premier pays le plus francophone au monde. Et ils se mettent à dos justement un tel pays. C'est sûr qu'il va suivre aussi l'exemple du Mali et des autres pays. Bon, comment voulez-vous, cher Simunga, qu'un pays comme le Rwanda, notre pays commun, et surtout le régime de Paul Kagame soit soutenu par la France de manière absolue dans tous les domaines? Même sur le plan diplomatique, on a l'impression que la France parfois joue les médiateurs ou essaie d'expliquer les positions rwandaises de Paul Kagame dans certaines situations compliquées. Paul Kagame n'est pas un chef d'État normal. C'est un criminel avéré, Monsieur le Président Macron. Paul Kagame a participé à plusieurs génocides. C'est avéré, c'est documenté. Et c'est à lui qu'on donne toutes les faveurs. Et c'est un président proche du gouvernement français actuel. C'est très, très dommage. Pendant que des chefs d'État qui sont élus démocratiquement par leur peuple, eh bien, ne voient pas leur relation avec la France s'améliorer ou restent dans le coin. C'est des mauvais élèves qu'on garde dans le coin, alors que Paul Kagame, c'est la star à Paris, alors que aujourd'hui, on le sait, ce qu'ils appellent les Inhore, la diaspora rwandaise en France, c'est devenu un mouvement qui terrorise les réfugiés rwandais. Ça se sait, et on le sait, et on le voit. Et il n'y a pas de réaction du gouvernement français pour essayer de les calmer, ces gens-là. Est-ce qu'on attend que des drames se produisent? Nous sommes menacés tous les jours par les membres du FPR en France. Menacés, quand je dis menacés, c'est un faible mot. Menacés de mort. Nous recevons des messages qui nous demandent de ne plus jamais dire du mal du régime de Kigali. Et parfois, cela se fait au vu de tout le monde, en fait, par des écrits, des insultes, à travers des médias qui ont été créés en France par la diaspora rwandaise proche, ou j'allais dire proche, les militants du FPR en France, qui sont venus, soi-disant, comme réfugiés, et qui aussitôt qu'ils avaient passé le cap de la demande d'exil ou d'asile, sont rentrés au bercail, et ce sont les mêmes qui persécutent aujourd'hui
ceux qui ne sont pas du FPR, en France en tout cas. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Justement, par rapport à ce que vous dites, même ici en Belgique, c'est la même chose. Certains se sont constitués même en association, en organisation officielle, financée par nos impôts, les impôts des Français, les impôts des Belges. Et ces organisations, justement, ça donne à des menaces de leurs compatriotes rwandais, soi-disant parce qu'ils ne soutiennent pas l'autorité en place, ils ne soutiennent pas Kagame. C'est vraiment quelque chose de très important que vous venez de dire, que les dirigeants européens devaient suivre. C'est justement dans ces associations-là que naissent et que se développent les groupes de terroristes rwandais, parce que les enquêtes l'ont prouvé que le Rwanda est le troisième pays, ici en Belgique du moins, c'est le troisième pays en terroristes venus de l'étranger. Ça a été prouvé et démontré par le chef de renseignement de Belgique. C'est écrit, j'ai l'écrit. Voilà, si vous me le permettez, essayons un peu de conclure notre émission. Dans une minute, si vous avez quelque chose que vous pouvez dire à telle ou telle autre personne ou organisation. Non, rien de particulier à l'égard d'une personne donnée. C'est plus au peuple congolais que je m'adresse pour dire à nos frères congolais, à nos sœurs congolaises, que nous sommes derrière le combat qu'ils mènent aujourd'hui pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. Nous sommes certes des Rwandais, mais nous sommes aussi sous l'oppression du même régime qui assassine les Congolais aujourd'hui et hier, et qui va sans doute, on le voit venir, continuer à massacrer les Congolais, à piller leurs ressources. Eh bien, ce n'est pas le fait que nous soyons Rwandais qui nous empêche de condamner ces actes barbares qui sont commis par le régime de Paul Kagame, qui malheureusement est à la tête de notre pays actuellement. Nous sommes prêts à continuer ensemble à lutter pour la paix, pour le retour de la paix dans notre région commune, l'Afrique des Grands Lacs. Et en le disant, nous n'attendons rien en retour que la paix dans notre région, que la fraternité qui a toujours caractérisé les peuples frères du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, pour les analyses, pour les éclaircissements sur la situation justement qui préoccupe la région des Grands Lacs, plus particulièrement la RDC, donc, qui a été agressée par un agresseur de l'Est, son pays, donc le pays frère de l'Est qui a agressé la RDC et qui malheureusement ne voit pas assez de soutien de la part de ceux qui devraient, certains donneurs de leçons, et qui devraient en tout cas se montrer pour essayer de décanter la situation. Je vous remercie donc de votre présence, d'avoir accepté notre invitation, mais je remercie aussi particulièrement les amis téléspectateurs qui nous ont suivis et en nombre et qui ont en tout cas apprécié votre prestation dans cette émission et qui ont donné quand même pas mal de réflexions aussi et d'observations. Notre ami de la RDC, Zaïm Ben Zaïm, qui disait nous, peuple congolais, nous sommes conscients de ce que veut le Rwanda chez nous en RDC. C'est la terre ou l'espace. Nous sommes prêts et fiers
de mourir en défendant notre terre. Voilà, c'est clair, c'est court, c'est clair. Et je crois que ça vient du cœur. Et ça se trouve, si ça se trouve, c'est la vie générale de tous les Congolais. Notre ami congolais aussi, qui est en Ituri, qui nous suit à partir de l'Ituri, il dit, enfin c'est Balthazar Sambo, il dit bonsoir, depuis Ituri, oui, nous sommes en ligne. Donc, pour dire que cette émission commence un peu à prendre vraiment des dimensions par rapport à des situations de notre région. Et c'est aussi grâce à vous, ambassadeur de l'Église Jean-Marie Vianney, par vos analyses et vos prestations. Zaïm Ben Zaïm, il écrit « Continue à en envoyer vos enfants rwandais en renforçant les effectifs du RADF M23. Mais vos filles mangeront de garçons pour les épouses. » Je n'ai pas saisi, je ne saisis pas très bien ce qu'il voulait dire. Il dit, mais vos filles mangeront de garçons pour les épouses. La France fait l'hypocrisie. Nous voulons que notre pays voilà, abandonne ou quelque chose comme ça. Il n'a pas fini sa phrase. Nous voulons que notre pays, RDC, abandonne la langue française pour s'engager à l'anglais. Nous achetons plusieurs livres à la France et il veut nous minimiser car la France soutient l'embargo de la RDC. Il semblerait, ambassadeur de l'Église Jean-Marie Vianney, que c'est la France qui a introduit le projet de résolution pour faire l'embargo justement à la RDC. C'est la France c'est le représentant permanent de la France auprès du Conseil de sécurité. Vous savez, ils sont présidents en exercice, je crois, encore, à moins que ça ait changé récemment. En tout cas, c'est le représentant de la France qui a servi de porte-plume pour préparer la résolution sur l'embargo. Ça ne veut pas dire que la France a initié la résolution, mais c'est son rôle de préparer ce genre de résolution au Conseil de sécurité. Merci pour la précision, en tout cas. Emery Shimimana a dit bonjour. Il y a eu la visite du président Ruto à Kinshasa. Il a invité son homologue au Kenya en début de l'année prochaine. Son prédécesseur, Uhuru, semble le médiateur qui, me semble-t-il, a des liens très proches avec Museveni et ça suscite des inquiétudes. Ça, c'est vrai. Et est-ce que Tshisekedi ne risque-t-il pas de tomber dans le pied? Je crois qu'il a voulu le piège qu'a eu le président Habyarimana lorsqu'il a été invité en Tanzanie pour être tué. Les M23 et Kagame sont dos au mur. Le dernier recours, c'est l'assassinat de Tshisekedi. Que pense notre invité à ce scénario? Voilà, c'est la réflexion qu'a développée notre ami Emery Shimimana, justement, qui a aussi sa façon de voir les choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, si sa réflexion a quand même un certain fondement. Ça peut avoir un fondement s'il a des informations, notamment en ce qui concerne l'assassinat. Je ne suis pas informé qu'il y a un projet d'assassinat du président Tshisekedi à Kinshasa et dans les milieux congolais, on le dit. Et cela est possible, bien sûr, mais je ne peux pas l'affirmer. Ceci dit, si j'avais à conseiller le président Tshisekedi, je lui suggérerais de faire moins de déplacements parce que j'ai l'impression qu'on le tire de partout, on l'invite partout pour le sortir de son territoire.
pour l'empêcher de se concentrer sur le dossier de la guerre en RDC. On l'amène ici, on l'amène là. Ça, c'est très risqué, je l'avais dit dans une chronique. Ils sont en train de balader le président Tshisekedi, balader, de le distraire. Il y a trop d'acteurs dans ce dossier. Tout le monde veut influencer le président Tshisekedi, tout le monde veut avoir son mot à dire, tout le monde veut être celui qui décide de la fin des combats, jusque, et y compris, les militaires kenyans. Vous avez écouté le chef du contingent kenyan qui a pris des positions que de reprendre un ambassadeur ou un diplomate. Lui, il s'est visiblement comporté comme s'il avait la clé de l'histoire, alors que l'officier congolais, le général Chico, je crois, disait « Vous êtes venus pour combattre à nos côtés ». Les Kenyans avaient un langage diplomatique. C'était oui, c'était non. C'était mais enfin on verra. Mais nous privilégions l'approche diplomatique. Ce n'est pas le rôle des militaires. S'ils sont venus pour jouer à la diplomatie et passer par-delà les instructions de Kinshasa, s'il y en a, eh bien, ça veut dire que le Congo est en train de perdre quelque part sa souveraineté. Je ne suis pas contre la coopération régionale, non. Mais il faut que les Congolais gardent la main sur le dossier qui les concerne le mieux. Il faut que les généraux congolais soient ceux qui décident ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas ceux qui viennent du Kenya, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda. Le Rwanda, pour l'instant, il est exclu de ce processus. Mais il y a les Sud-Soudanais. Demain, il y aura peut-être d'autres. Ce n'est pas à eux de venir décider ou de donner le mot ou la procédure ou le système de fonctionnement de cette force. C'est le Congo qui devrait garder la main. Sinon, c'est une perte de souveraineté et c'est très dangereux. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, merci pour ce complément de formation par rapport aux réflexions, aux observations de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Merci encore une fois pour avoir été avec nous ce soir et nous vous invitons, comme il est d'usage, d'accepter qu'à chaque fois qu'on a envie de vous inviter à nous éclairer sur tel ou tel autre sujet, nous espérons que vous serez chaque fois des nôtres. Merci, ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney. Et je vous souhaite une excellente soirée chez vous en France. C'est moi qui vous remercie. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki.